Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Nous sommes le dimanche 31 décembre 2017, à jour particulier, émission particulière. Alors aujourd'hui, pas de sujet au programme. Nous allons plutôt faire le bilan de l'année 2017. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, de la politique à la justice en passant par l'économie et le social. Nous allons faire le point de l'année qui s'achève avec à la clé l'élection de l'homme ou de l'institution de l'année, le tout couronné par le souhait et les vœux des journalistes pour le Burkina en 2018. Et pour ce dernier numéro de débat de presse de l'année 2017, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Inoussa Ouedraogo de l'hebdomadaire Bendré. Bonjour. Bonjour, Sayon. Nous avons avec nous Boukari Woba du bimensuel La Mutation. Bonjour. Sayon, bonjour. Avec nous sur ce plateau, Soumaïla Rabo de la radio Savane FM. Bonjour. Bonjour, Sayon, bonjour à tous. Et enfin, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sayon et bonjour à tous. Et merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir sacrifié votre 31 matin pour débat de presse. Alors, on va commencer par la politique. Rabo, alors quel est le fait le plus important pour vous qui a marqué l'année 2017 sur le plan politique? Sur le plan politique, je pense comme ça à la disparition du président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Je crois que ça a bousculé beaucoup de choses sur la scène politique. C'était inattendu. Je crois que ça a ramené à réviser certaines positions du côté de la majorité comme de l'opposition et peut-être même de nombreux citoyens. En tout cas, nous autres journalistes, il va nous manquer, hein. Ça n'a rien à voir avec la politique partisane. En tant que bon client de la presse, vous savez que nous les journalistes, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça. Il y en a dans la politique, il y en a dans l'économie, il y en a dans le sport. Si vous voulez, je peux citer des noms. Dans le sport, ça peut être Noufou Ouedraogo par exemple. Dans l'économie, ça peut être Dianguinaba. Dans la politique, c'est Salif Diallo, c'est Laurent Bado. Il y a des gens comme ça que nous aimons interviewer, que nous aimons entendre et dont nous aimons analyser les faits et gestes. Et donc, pour ce fait-là, je crois que Salif Diallo est une perte, à la fois pour le Burkina Faso, mais aussi pour la presse, dont il était un bon client. C'est à cet événement particulièrement que je pense. D'accord, oui, Ouba, et vous? 2017, bien sûr qu'au plan politique, si c'est pour faire une sorte de hiérarchisation, un événement qui aura véritablement marqué le Burkina, je ne pourrais pas faire passer un événement avant celui que Rabo vient de mentionner. C'est extrêmement important du point de vue de la qualité de la personne. Moi, quand je parle de Salif Diallo, ce n'est pas véritablement en tant que président de l'Assemblée nationale. Peut-être parce qu'il était président de l'Assemblée nationale, ça donnait un autre cachet, une autre dimension à ce triste événement. Mais tout est-il que Salif Diallo, même s'il n'était pas président de l'Assemblée nationale, le décès, la disparition de Salif Diallo et surtout les circonstances dans lesquelles cela était arrivé allaient sans doute marquer les Burkinabés. Et on sait qu'on l'a toujours dit, il a quand même fait partie de ceux qui ont animé la vie politique nationale pendant ces 30 dernières années, voire un peu plus. Donc ça va de soi qu'effectivement cet événement-là marque les Burkinabés. Peut-être plus près de nous, ce n'est pas un événement politique ou diplomatique. On a vu comment la venue d'Emmanuel Macron a aussi été un objet, du moins un événement qui a suscité beaucoup de passion, voilà, beaucoup de débats au plan national. On ne va pas dire que ce n'est pas un événement majeur. C'est majeur dans ce sens que, on l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, que les deux présidents français qui sont passés récemment, à savoir Hollande et Macron, n'avaient pas pensé faire une visite au Burkina et que la dernière visite remonte à celle de Jacques Chirac à l'occasion d'un sommet d'ailleurs. Donc cela veut dire que la venue de Macron, quelque part quand même, est un événement politique ou diplomatique important pour le Burkina et pour le Burkinabé. Et ça explique tous les commentaires, les débats qu'il a pu avoir par rapport à cette arrivée-là. Cette visite, en tout cas, d'État du président Emmanuel Macron. Inoussa, à quoi vous pensez pour 2017, des faits marquants? Moi, je parlerai
plutôt de l'ensemble de la classe politique qui m'a marqué par leur insouciance par rapport aux problèmes que vivent les Burkinabés. Une classe politique qui m'a déçu, qu'il soit du MPP, de l'UPC, du CDP ou d'autres partis politiques. Et ils ont montré encore une fois de plus que ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est leur intérêt à eux. Et ils se sont très peu souciés des véritables préoccupations qui minent le quotidien des Burkinabés. Que ce soit les questions de l'éducation, que ce soit les questions liées même aux conditions de travail des fonctionnaires burkinabés, que ce soit les questions liées donc à tout ce qui est en lien avec l'agriculture notamment. On a vu comment nos parents triment au quotidien pour pouvoir avoir leur pitance quotidienne. Donc la question agricole, la question du foncier au Burkina, ce sont des préoccupations majeures des Burkinabés, du peuple burkinabé. Et on a senti l'absence véritablement des hommes politiques et leur capacité à proposer des solutions et des alternatives crédibles par rapport donc à l'ensemble de ces conditions-là. Donc c'est cela qui m'a véritablement marqué au cours de cette année-là. Nous sommes restés dans des débats stériles tout en ne touchant pas le fond du problème qui est comment améliorer les conditions de vie des Burkinabés et aller vers un développement durable. D'accord, oui. Paul Miki. Alors moi, je voudrais... d'abord vous partager l'avis? Non, c'est exact. Ce qu'il a dit, c'est vrai. On est tous déçus de la façon dont le Burkina est géré, aussi bien par ceux qui sont aux affaires que par ceux qui sont censés contrôler ceux qui sont aux affaires. On n'a pas senti cet engagement de la classe politique à être aux côtés des Burkinabés, contrairement à ce à quoi on était en droit d'attendre après une insurrection populaire. Je suis totalement d'accord avec Kinoussa. Mais je voudrais revenir également sur ce que les uns et les autres ont dit ici. C'est vrai que l'événement majeur sur le plan politique en 2017, ça reste la disparition du docteur Salifou Diallo. C'est vrai, c'est un décès, mais également une perte pour la classe politique du Burkina, parce que moi, je reste convaincu jusqu'à demain que c'est grâce à Salifou Diallo que le MPP est arrivé au pouvoir. Vous savez que c'était un grand homme politique, comme Rabo l'a souligné. C'était un qui était prêt pour des déclarations incendiaires, quelquefois pour bouleverser certaines situations. Et sa disparition fait qu'on est obligé, côté parti au pouvoir, de redistribuer les cartes de les uns et les autres qui étaient des partisans de Salifou Diallo sont obligés quelquefois d'aller s'aligner derrière d'autres leaders du MPP, etc. Donc, c'est un bouleversement interne à l'intérieur du parti au pouvoir et c'est une perte pour la nation du Burkina. Je voudrais une fois de plus rendre hommage à Salifou Diallo, à sa famille politique, à sa famille biologique et à tout le Burkina Faso. Alors, le second fait qui m'a marqué pour 2017 sur le plan politique toujours, ça reste ce que l'on a vécu à l'intérieur d'un parti politique, la deuxième phase politique du Burkina, qu'est l'Union pour le progrès et le changement. Rappelez-vous, ce parti a perdu, entre guillemets, 13 de ses députés qui sont dans une position où tout le monde sait carrément que 2020, ça sera la fin pour ces derniers à l'intérieur de leur parti, l'UPC. On a vécu cette démission de 13 députés de l'UPC qui ont quitté le groupe parlementaire pour en créer un nouveau. C'est inédit, c'est un événement inédit à mon avis sur la scène politique du Burkina. Et ça montre jusqu'à quel point on est prêt sur le plan politique à tirer des ficelles parce que vous avez suivi les cadres de l'UPC qui accusent justement le MPP d'être à la base de cette scission à l'intérieur du parti. Et ça me rappelle également ce qui est arrivé avec l'opposition burkinabé unie, l'OBU, lorsque l'OBU également éclaté, ça ressemble un peu à ça. Donc c'est un événement que je ne saurais passer sous silence pour 2017 en ce qui concerne le plan politique. Et pour terminer, et je crois que c'est une suite logique, ce qui est arrivé également, parce que 2017 a été une année électorale, on peut l'oublier, mais il y a eu la reprise des élections municipales en 2017 pour 18 collectivités territoriales et puis le Conseil régional du Nord, du Sahel, pardon. Et à l'issue de ça, on a vu les autres communes ont commencé à travailler, mais on a également connu une crise dans la commune de Saponé. Et alors, ça montre un peu jusqu'à quel point on a pratiqué la mauvaise politique à ce niveau. Et la politique dénudée de toute vertu, c'est ce qui a été appliqué dans la commune de Saponé, qui montre également que notre administration est jusqu'à demain politisée fortement. D'accord, oui. Une réaction encore sur ces faits. Bon, je pensais aussi à quelque chose qui a marqué le Burkinabé, c'était inédit aussi, la démission de Tahirou Barry, qui est venu comme ça, c'était pratiquement une première. Oui, c'est-à-dire le fait en lui-même
il est inédit, il est original, il était exclusif. Maintenant, la suite n'a pas donné aux journalistes à grignoter quelque chose. Donc, c'était comme si c'était un pétard mouillé. Vous voyez, si Tahirou Barry avait drainé du monde, après lui avait annoncé la création d'un parti politique, quelque chose comme ça, ça allait constituer un vrai bouleversement. Mais seulement le fait de démissionner de parti et puis de donner quelques interviews, ça ne suffit pas pour emballer les gens. Ça peut être la raison pour laquelle, on peut classer ça un peu après d'autres événements politiques. Sinon, le fait en lui-même, il est inédit et pour les journalistes, c'est une information. D'accord, oui. Autre chose, oui. Ouba d'abord. C'est arrangé de cet événement-là sur lequel on ne peut pas passer sous silence. C'est arrangé d'une certaine manière dans les performances du gouvernement. On peut essayer de regarder quel a été le comportement du gouvernement tout au long de l'année 2017 et on va constater que le gouvernement il n'a pratiquement pas changé. Il n'a pratiquement pas changé à un moment où sans doute on attendait beaucoup plus d'actions, on attendait beaucoup plus de terrain, on attendait beaucoup plus de résultats. Je crois que c'est ce qui a amené Inoussa à retenir que véritablement il y a une sorte de déception vis-à-vis des gouvernants. Donc moi on constate le repli, ou du moins c'est le retrait de Tahirou Barry du gouvernement et on constate qu'à aucun moment le gouvernement n'a véritablement pas changé. Il y a eu un certain moment comme on appelle ça, un réaménagement pour mieux recadrer le ministère de l'administration territoriale par rapport au ministère de la sécurité, ce qui n'était pas du tout un remaniement. Et puis après, il y a eu le départ de Tahirou Barry qui a amené donc son remplacement par un autre du parent. Entre-temps, quelqu'un qui était à l'Assemblée nationale, qui est venu aussi dans le gouvernement. Bon, ça, c'est pas des remaniements. Donc, le fait que le gouvernement soit resté même statique comme ça, pour moi, c'est véritablement un événement. Je ne m'y attendais pas. Qu'on passe du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et que le gouvernement de Burkina Faso reste tel qu'il est. Aucun changement. Ça explique pourquoi le pays aussi n'a pas véritablement changé. C'est forcément lié. Parce que s'il n'y a pas assez de temps pour travailler, on ne peut pas avoir des résultats. Je voudrais dire que c'est vrai, vous l'avez rappelé, cette démission du ministre Tahirou Barry, ce n'est pas un fait inédit parce que c'est l'une des rares fois qu'on a vu un ministre démissionner de lui-même, comme ça, d'un gouvernement au Burkina Faso. Alors, je pense également qu'il a démissionné pour deux raisons essentielles. La première, c'est la crise au niveau de son parti parce qu'il était plus anodin de s'entêter avec le fondateur du Parti de la Renaissance nationale, Laurent Gbagbo. Et la deuxième raison, c'est ce que lui-même l'a dit en quittant le gouvernement, c'est qu'il est déçu de la façon dont les choses sont gérées. L'insouciance du gouvernement, il l'a cité dans sa lettre de démission, il a dit qu'il est déçu. Et je crois que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et je rejoins donc Ouba pour dire qu'on est également étonné de voir que malgré tout ce qui a été dit, on a eu un gouvernement qui est resté intact depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'installation du président Roch Marc Christian Kabore jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne comprend pas grand-chose dans ça. On espère bien que, comme nous sommes en fin d'année, 2018 va permettre justement de relancer les choses véritablement parce que le tout n'est pas de critiquer ou de remettre en cause. Il faut que nos dirigeants également prennent en considération ce qui est dit ici. Parce que la démission de Tahirou Barry, en principe, ça devrait être un signal fort. Lui, de sa position de démissionnaire, il est bien placé pour nous dire désormais qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de ce gouvernement. Parce que ne comptez pas sur les ministres en fonction. Et aujourd'hui, nous dire la vérité sur ce qui ne va pas à l'intérieur du gouvernement. Donc, pour un ministre qui a démissionné, il a un bon client des médias pour nous dire ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, fait inédit également, il se retrouve à l'Assemblée nationale, côté opposition, puisqu'il a fait l'option d'aller vers un groupe parlementaire de l'opposition pour pouvoir naturellement continuer à critiquer comme ce qu'il a fait en quittant le gouvernement. Donc ce n'est pas un fait inédit et anodin en matière politique pour 2017. Il faut compter avec ça, à mon avis. D'accord. Oh, oui, quelqu'un voudrait réagir? Sinon, on va peut-être parler de la justice, parce que c'est une année aussi, 2017, beaucoup de Burkinabés attendaient de grandes choses en ce qui concerne la justice. Alors, si on regarde plutôt dans les rétroviseurs, qu'est-ce qu'on peut retenir comme fait marquant en 2017 sur le plan judiciaire? Oui, Inoussa. Avant de répondre à cette question, je crois que Ramba a souligné deux éléments sur lesquels je souhaitais quand même revenir. Oui, premièrement, il a indiqué dans son intervention que c'est grâce à Salif Diallo que le MPP est arrivé au pouvoir.
Je pense qu'il faut mesurer un peu ces propos-là. Je pense que les MPP doivent son pouvoir non seulement au peuple burkinabé, mais à l'ensemble aussi de personnes qui se sont battues. C'est vrai qu'il a joué un rôle déterminant, mais ce n'est pas grâce à lui, à mon avis, que le MPP est arrivé au pouvoir. L'autre aspect sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est le fait que il a parlé de Tahirou Barry. Moi, comme je le disais au départ, ma déception, c'est l'ensemble de la classe politique, parce que quand on voit un Tahirou Barry qui démissionne, qui se retrouve encore à l'Assemblée nationale, pour aller faire quoi? Critiquer les actions du gouvernement qui ne bougent pas là, ou bien c'est pour aller voter des lois pour qu'ils les mettent en œuvre, ou c'est pour aller consentir l'impôt, je ne sais pas. Comme mon voisin d'à droite, Rabo l'a dit, moi je m'attendrais à ce qu'il, après sa démission, qu'il lance un parti, qu'il montre véritablement qu'il veut aller à la rupture et préparer, à mon avis, d'autres échéances à venir que d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale qui est du reste budgétivore. Il va aller continuer dans tous les cas à toucher ce qu'il touchait de l'autre côté en se plaignant. Pour revenir à votre question de justice, évidemment, je pense que c'est l'un des maillons faibles jusqu'à présent du Burkina post-insurrectionnel. On s'attendait naturellement à ce que 2016 n'ait pas été une année déterminante pour cette justice qu'on attendait de pied ferme, que quand même cette année-là, on puisse voir le début de résolution de certains dossiers qu'on attend, que des veuves attendent, que des orphelins attendent. Malheureusement, rien n'a pratiquement bougé. On est resté plus ou moins sur place en faisant du dilatoire. Et les Burkinabés sont, en tout cas, à les écouter, très déçus de voir que sa justice n'évolue pas véritablement vers la résolution des dossiers les plus attendus. Même si sur le cas Norbert Zongo, on voit que les lignes bougent un peu avec notamment ce qui s'est passé du côté de Paris avec l'interpellation de François Compaoré, etc. Mais dans tous les cas, le peuple se nourrit d'espoir et nous avons espoir que cette justice-là va bouger, quand bien même à son sein, il y a eu au cours de l'année une enquête qui a révélé qu'il y avait pas mal de magistrats qui se sont amusés à se laisser corrompre. Cela est dommage pour l'image de la justice burkinabé et j'espère qu'ils travailleront à redorer leur blason. D'accord, oui. Ouoba. Oui, à ce niveau, justement, je crois que s'il y a un événement qui me paraît assez important, c'est sans doute cette avancée, d'une certaine manière, dans l'affaire Norbert Zongo, parce que, quand même, il y a seulement quelques années de cela, on n'imaginait pas que François Compaoré aurait été rattrapé de cette façon. Voilà. Quand il y a eu les 6 suspects sérieux, on en est resté là à tourner au point même de prononcer un non-lieu dans ce dossier-là. Heureusement, avec l'évolution politique, le dossier a été rouvert, des personnes ont été inculpées. Et puis, à la date d'aujourd'hui, c'est François Compaoré qui est véritablement poursuivi dans cette affaire. Donc, c'est véritablement un événement marquant. On peut dire d'une certaine manière qu'on n'est pas satisfait parce que les dossiers putsch, les dossiers insurrection n'ont pas été jugés. Mais il y a eu quand même des petits pas. Il y a eu des petits pas qui méritent d'être signalés. Il y a eu des procès, les attaques de Yimdi, du pont Nazino ou autres ont été jugés. Et ça a donné un avant-goût des grands procès qui sont attendus, notamment le procès de l'insurrection ou bien le procès du putsch. Ça a été des occasions où il y a eu une sorte de révélation. On voit plus ou moins comment est-ce que les uns et les autres se défendent ou bien préparent leur défense, parce qu'il y a des gens qui sont jugés dans ces dossiers mineurs là et qui vont être rappelés pour les grands dossiers qui sont attendus. Cela est très important. Il y a eu tout le ramdam par rapport à l'affaire du putsch avec Djibril Bassolé, qui est véritablement resté un personnage tout au long de 2017. Je crois que on n'a jamais fait un mois sans parler de Djibril Bassolé. On n'a pas pu faire un mois sans parler de Djibril Bassolé. J'espère qu'il sera ton homme de l'année. On verra ça tout à l'heure. On verra bien. Donc, de ce point de vue, il a véritablement marqué les esprits. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'y plaît. En tout cas, il n'est pas à la Maka. Il est dans une villa en résidence surveillée. C'est une évolution par rapport à sa détention. Quoique, on peut dire, heureusement, ça aussi, c'est une marque de l'évolution
détention dans les dossiers en justice, le fait que la confirmation des charges, ça s'est passé, je crois, avant-hier seulement. Oui. Avant-hier seulement, donc juste en fin d'année, pour montrer qu'aujourd'hui, quand même, on a pu confirmer toutes les charges possibles ou alors prononcer des non-lieux, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, voilà, par rapport à d'autres personnes, et que tous ceux qui sont aujourd'hui encore dans les liens de la détention vont passer nécessairement devant la justice. Donc, on n'attend plus grand-chose véritablement du point de vue instruction. On peut dire que c'est bouclé et on attend véritablement que les dossiers soient programmés et qu'on puisse assister donc au jugement. Oui, Rabou. Sur la justice, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'activités, médiatisées surtout, mais je suis tenté de dire que c'est du côté de la justice militaire. Du côté de la justice militaire. De l'autre côté, on n'a pas vu grand-chose. Alors qu'on aurait dû avoir aussi autant de bruit que de l'autre côté à la justice militaire. Parce qu'il y a tellement de détournements et de, je ne sais pas, dilapidation des ressources publiques qui traînent aussi là-bas en termes de dossiers. Voilà. Donc c'est plutôt la justice militaire qui a montré de l'activité, sinon de l'activisme. Et comme Moba l'a dit, vraiment, la justice militaire n'a pas chômé quoi, cette année. Surtout avec les avocats de Djibril Bassolé qui ont tout fait pour retarder le procès en multipliant les blocages, les recours, etc. Et avec aussi l'activisme dans l'informel de certains réseaux qui ont remué l'ONU, les groupes de travail, etc., la NAFA, pour que la presse ne chôme pas. C'est pas mal, ça fait partie de l'animation de la scène politique et de la démocratie. C'est bon, mais il faut aller à l'essentiel. Ce qui peut laisser les gens sur leur faim et leur soif, c'est le fait que même si les dossiers sont traités au quotidien, on n'aboutisse pas à des procès. Et chaque fois qu'on n'aboutit pas à un procès, on se dit que le dossier n'avance pas. Sinon, que ce soit dans le dossier Thomas Sankara, que ce soit dans le dossier coup d'État, que ce soit dans... Bon, il y en a qui ont été jugés, Nimdi, Pont-Nazinon, etc. Il y a eu vraiment des avancées. Et même à la haute cour de justice, bon, là-bas aussi, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que à peine on a commencé le procès qu'on a renvoyé l'affaire au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et puis on n'a plus rien entendu dire. Il y a eu de l'activité, mais ce n'était pas forcément pour nous faire avancer, quoi. Il faut que 2018 nous aide à en sortir véritablement pour qu'on passe à autre chose. Mais surtout les dossiers de corruption, là, il faut juger ça rapidement parce que les magistrats, à ce qu'ils sont mieux payés. Ça doit être pour les motiver davantage à accélérer le traitement des dossiers. D'accord, oui, Paul Miki. Oui, je partage l'avis de Rabo sur le fait que pour 2017, moi j'ai l'impression qu'on n'a eu que des signaux et pas véritablement d'avancées. Il y a eu des actions qui ont été fortement médiatisées. Si je prends l'exemple du cas François Compaoré, on a eu l'impression que c'était un coup qui a été préparé pour justement ouvrir un boulevard pour Emmanuel Macron à Ouagadougou et après, bon, on retombe dans les mêmes travers. Alors, lorsqu'on prend de façon distincte les différents tribunaux que l'on a, en commençant par les tribunaux de droit commun, le tribunal de grande instance de Ouagadougou notamment, on n'a pas véritablement eu des dossiers emblématiques qui ont été jugés et bouclés courant 2017. J'entends par dossiers emblématiques les gros dossiers qui sont entre les mains des magistrats là-bas, pas d'activité en tout cas. Et je voudrais rappeler également la nécessité pour les magistrats d'arrêter de soutenir de façon pernicieuse leurs collègues qui sont trempés dans les affaires de corruption. Parce que les plaintes qui nous reviennent de la part des justiciables, aussi bien à Ouagadougou qu'à l'intérieur du Burkina, montrent que quelquefois, ils travaillent en intelligence, magistrats, avocats, huissiers de justice. Lorsque vous êtes dans un dossier, on a l'impression que c'est un réseau qui travaille pour enfoncer les gens et puis défendre des gens qui sont dans des positions indélicates. Je parle notamment de certains magistrats, de certains huissiers de justice ou même de certains avocats. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sous la main ce dossier de corruption des magistrats. Il va falloir un jour à l'autre et en finir avec un tel dossier. C'est assez important pour l'image de la justice du Burkina parce que nous avons plus de 400 magistrats, nous a-t-on dit,
Et parmi ces 400 magistrats, si on dit qu'il y a une trentaine qui ont des positions bizarres, je crois que les autres devraient se mettre ensemble pour faire en sorte que l'image de la magistrature soit soignée. Parce qu'on se rappelle les états généraux de la justice, on se rappelle également l'indépendance qui a été acquise désormais depuis le temps que le président Faso s'est retiré du Conseil supérieur de la magistrature avec son ministre de la Défense, et depuis le temps que les magistrats ont obtenu, depuis le début des années Kaboré, j'allais dire Roch Marc Christian Kaboré, ont obtenu gain de cause à leurs revendications, ce qui a d'ailleurs créé d'autres revendications au Burkina. Il va falloir que les magistrats prennent leurs responsabilités à travers les syndicats ou les autres organisations pour assainir le milieu, parce que tout le monde n'est pas mauvais. Ceux qui sont mauvais devraient payer pour cela. Alors, lorsqu'on revient sur les autres tribunaux d'exception, notamment le tribunal militaire de Ouagadougou, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'activités. Des dossiers ont été rapidement jugés et bouclés, mais on constate également une lenteur qui ne dit pas son nom dans des dossiers assez importants. Je pense à l'insurrection populaire côté justice militaire, également au putsch manqué, et parce que ça traîne là-bas, on ne comprend pas pourquoi. On en a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. On compte les années qui se suivent et qui se ressemblent. Peut-être qu'à l'an 3, on sera là encore à dire que le dossier du putsch manqué n'a pas été jugé, idem pour l'insurrection populaire et tout. Donc, il va falloir accélérer les choses à ce niveau. On sait évidemment que les procédures ne permettent pas d'aller aussi vite que nous le souhaitons, mais aussi, il faut quand même produire des résultats, comme on l'a fait avec l'affaire de Yimdi et du pont national. Donc, alors, troisième aspect, c'est l'autre tribunal d'exception, la justice, la haute cour de justice qui vraiment a commencé sur le chapeau de roue et puis après on n'a rien vu venir avec le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que l'institution est en voie de suppression. Moi je salue d'ailleurs cette décision du comité qui a mis en place commission constitutionnelle de supprimer cette juridiction. Il aurait fallu peut-être en faire de même pour la justice militaire, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Mais je crois quand même que ça c'est un signal fort aussi. Les tribunaux d'exception qui, à mon avis, sont jusqu'aujourd'hui utilisés comme des instruments entre les mains de l'exécutif pour se venger. Parce que lorsqu'on regarde très bien comment ça se passe, aussi bien au tribunal militaire qu'à la haute cour de justice, l'impression que moi j'ai, c'est que c'est à la disposition de l'exécutif pour se venger des gens. Lorsqu'il y a une pression, on utilise ça, on actionne et après, bon, on lâche. La preuve est que la haute cour de justice a été créée depuis 1995, nous attendons dit jusqu'aujourd'hui. Il a fallu donc la transition pour qu'on se rappelle à un moment donné que l'institution existe et il a fallu donc aller toiletter. Il faut rappeler également qu'il y a eu des erreurs dans l'instruction de certains dossiers au niveau de la haute cour de justice, notamment où on inculpe quelqu'un, après on se rend compte que non, on ne peut pas, il faut aller à la haute cour de justice. D'ailleurs, quand les choses ont commencé, il a fallu, les exceptions d'inconstitutionnalité qui ont été relevées par les avocats montrent qu'il y a eu un laxisme dans le traitement de ces dossiers. Donc, autant d'événements comme ça qui marquent qu'il aurait fallu mieux faire pour 2017. On reste encore sur nos soifs, parce que, comme quelqu'un l'a dit, et moi je le répète, l'institution judiciaire reste l'unique institution qui n'a pas fait son insurrection après donc ce que l'on a connu en 2014 avec l'exécutif et le législatif. D'accord. On espère en tout cas que 2018 va apporter en tout cas plus de satisfaction, si on peut dire, dans le traitement de ces différents dossiers. Oui, on va parlant des dossiers emblématiques, à chaque niveau, il y a eu quand même des petits pas. On le dira pour l'affaire Thomas Sankara, pour l'affaire Norbert Zongo. Et je voudrais aussi mentionner le fait qu'on ait pu aller quand même montrer la tombe de Dabo Boukari. L'affaire Dabo Boukari est un dossier emblématique, aussi important dans ce pays. Mais c'est un dossier dont on parlait très peu parce que apparemment c'est comme si ça n'existait même pas encore un fond de dossier. Mais là, on peut dire qu'à ce niveau aussi, il y a un début, voilà, avec l'indication de l'atome et puis je crois même des inculpations. Donc on peut dire que là aussi, il y a des petits pas qui sont posés et on espère véritablement que tous ces dossiers-là, 2018 va permettre qu'on puisse avancer véritablement là-dessus. Il y a un fait qui a été souligné par les confrères, mais je crois que c'est véritablement très important au regard de l'effet que cela a eu. C'est justement les avantages ou bien la revendication des magistrats auxquels le chef de l'État a accédé, et c'était pratiquement en début d'année, et cela a eu un effet boomerang pratiquement sur toute l'année.
pendant toute l'année, on a passé le temps à parler justement de ça cette... fait 2 ans, Yoruba, ça fait pas 1 an. Ça fait 2 ans déjà. Ok. Désolé pour moi, vous voyez, ça fait déjà 2 ans, ça fait déjà 2 ans et on a l'impression que c'est tout de suite qu'on a accédé à ça, tellement on en parle. C'est un événement qui a beaucoup marqué l'institution judiciaire, ou du moins, voilà, la justice. Justement, on va rester dans ce même volet, pour parler du volet social, parce que la conséquence, en tout cas, de cette satisfaction des revendications des magistrats a été donc de réveiller, en tout cas, d'autres syndicats qui sont rentrés en scène pour revendiquer, en tout cas, tout au long de l'année 2017 sur le front, justement, social. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de 2017, Rabo? Sur le front social, bon, comme vous nous conditionnez en disant de commencer la satisfaction de la plateforme législative, c'est bon le lien. Je fais le lien. C'est un bon conditionnement. Parce que vous connaissez ma position en son temps. Moi, j'avais dit, Monsieur le Président, il ne faut même pas traiter cette plateforme revendicative-là, alors que vous n'êtes pas encore installé. Vous n'êtes pas encore assis dans votre fauteuil, vous n'avez même pas encore une bonne emprise sur les caisses de l'État. Le président du Faso était en train de rencontrer le DG du Trésor, le DG des impôts, quand il a accédé à la revendication des magistrats. Vous vous souvenez? Oui. Voilà, vous ne connaissez pas le portefeuille, vous donnez satisfaction. Donc, moi, ma position était claire. Mais franchement, au moment où je disais au président de ne pas traiter cette plateforme revendicative, je ne savais pas que ça allait créer cet effet boule de neige. Pour moi, ça devait être une question de principe. Si un président arrive au pouvoir, il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il est là pour le peuple. Il sait qu'il n'est pas là pour des corporations. Et par principe, il doit dire il y a des moments pour traiter chaque question. Et actuellement, là, je ne peux pas traiter votre dossier. Parce que votre dossier, il est là depuis Blaise Compaoré. La transition, on l'a analysé, mais ne vous a pas donné satisfaction. Il ne faut pas me mettre le couteau sur la gorge. Donc pour moi, ça devait être une question de principe. L'argument avait été que la transition avait déjà pris tous les textes en copie. Pas de problème. Raison de plus pour que vous soyez patient, puisque c'est un acquis et on ne revient pas sur les acquis en matière de droits sociaux. Donc raison pour laquelle vous pouvez me permettre, parce que dans tous les cas, vous pouvez avoir un rappel après, quand j'aurai signé, mais il ne faut pas me mettre le couteau sur la gorge. C'est ce courage-là que le président n'a pas eu. Alors que le président devait avoir ce courage-là, parce que des analystes comme Rassemblement Ouedraogo de Free Afrique avaient dit, avant même les élections, celui qui doit être le prochain président du Faso doit être suffisamment fort pour dire qu'il va bloquer les salaires, pour dire qu'il a des investissements structurants importants dans l'énergie, dans le développement agricole et pastoral. Il y a des priorités dans l'éducation et la santé. Il y a des investissements forts à faire au niveau industriel et au niveau de la relance économique et que je ne peux pas toucher au salaire. Il devait avoir cet engagement de la part de tous les 14 candidats. Je n'ai pas eu quelqu'un qui a eu ce courage-là. Parce que les gens, quand ils vont en campagne électorale, leur préoccupation, c'est quoi? Pourvu que je me fasse élire. Mais après, ça va vous rattraper, votre mensonge électoral-là. Ça va vous rattraper. Et c'est ce qui a rattrapé Roch-Marc Christian Kaboré aujourd'hui. On a baratiné les gens pour se faire élire. Et puis après, devant les faits, on n'a pas de solution. Donc, Roch, la solution n'a pas eu de solution. Voilà, parce qu'il a commis ce péché originel-là. Donc, étant donné que j'ai clarifié ma position de départ, je dis, les autres corporations étaient en droit, à partir du moment où ça a été fait, de penser qu'il y avait suffisamment d'argent pour tout le monde. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a 2-3 jours, Simon Compaoré d'abord, ensuite le président du Faso, mais le président du Faso, déjà le 11 décembre, l'avait dit, disent qu'on a atteint la ligne rouge. Ouais. Ah, mais, et ceux qui n'ont pas eu là, ils font comment? Ils font comment, ceux qui n'ont pas eu? Eux, ils disent, bon, comme nous, on n'est pas venu tôt là, on laisse tomber. Ah, c'est pas évident. La preuve, c'est que les syndicats des enseignants disent, début janvier, eux, ils attaquent. Voilà, donc, c'est pas évident qu'on sorte de l'auberge. Et c'est pas évident que 2018 nous permet de résoudre vraiment ce problème-là qui a été une brèche ouverte par le président du Faso lui-même, par manque de courage, voilà, et par, je ne sais pas, fantaisisme politique. Oui, mais le gouvernement, de son côté, sur ce plan, dit que nous sommes pratiquement le seul pays en Afrique de l'Ouest qui consacre autant
autant de pourcentage de son budget, donc voilà, au salaire. Est-ce que là aussi, il ne faut pas voir comment trouver vraiment une solution définitive à cette question, parce que nous sommes à près de 45-50%, pour la norme dans l'espace UEMOA est de 35%. Je crois que c'est bien ce que Rabo a appelé la ligne rouge ici. On a dépassé la ligne rouge, c'est vrai. Et les textes sont clairs là-dessus. Lorsque on consacre autant de pourcentage de notre argent qu'on met au salaire, ça veut dire qu'on ne se développe plus, il n'y a plus d'argent pour mettre dans les investissements et tout. Et je crois que tous les économistes l'ont dit, le Burkina Faso a dépassé cela. Mais cette grogne sociale que nous avons vécue en 2017, ça a commencé d'ailleurs en 2016, rappelez-vous. Et comme Rabo l'a dit, à mon avis, il y a deux origines, deux explications possibles. La première, c'est la transition. On a eu l'impression que la transition a voulu contenter les gens. Il y a eu des textes qui sont passés, des statuts particuliers, la loi 091, on a également les statuts sur les magistrats, les greffiers et tout. Tout ça, ça a été élaboré, adopté sous la transition, sans être convaincu qu'il y avait l'argent pour cela. Dès que le régime Kaboré est arrivé, les premières phrases étaient de dire que la transition a adopté des textes alors qu'il n'y avait pas d'argent. Donc c'était l'une des premières phrases qui ont été prononcées à l'endroit de l'unité d'action syndicale et qui a d'ailleurs tenté de contester les chiffres du Premier ministre Paul Kabatiba à l'époque, parce que nous sommes dans un pays où les informations circulent. Si le Premier ministre dit qu'il y a 1 milliard et que le syndicat dit qu'il y a 2 milliards, donc il y a des contradictions. Alors le deuxième aspect, c'est que dès que le président Kaboré a pris fonction, effectivement, l'une des premières revendications qu'il avait sur la table, c'était celle des magistrats qui ont profité justement des textes et adoptés sous la transition pour passer à la vitesse supérieure. Ils ont été suffisamment intelligents pour mettre la pression avec cette grève, rappelez-vous, qui avait été annoncée. Et en même temps, beaucoup de Burkinabés ont souffert de la grève des magistrats parce que on était en train d'aller vers une grève illimitée, 1 mois. De grève, on a connu ça au Burkina Faso, c'était annoncé. Et donc, le régime était obligé d'écouter ces syndicats. Mais comme Rabo l'a dit, il aurait fallu trouver d'autres stratégies. Et parce que l'article 1er de notre constitution, je crois, dit que tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. Alors, la chose que le gouvernement a commencé, devait donc continuer ça avec les autres. Et la conséquence, c'est ce que nous vivons. Tout le monde rentre en grève et que chacun voudrait voir améliorer ses conditions de vie et de travail parce que nous sommes sortis d'une insurrection et on estime que c'est tout le Burkina qui était dehors, même si aujourd'hui, lorsqu'on doit enlever ceux qui étaient des insurgés, même les non-insurgés aujourd'hui réclament meilleure amélioration. Donc on se retrouve dans une situation où tout est confus et je crois que je ne sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça. On a des statuts particuliers qui sont adoptés, fonction publique hospitalière, fonction publique des finances, fonction publique des greffiers, etc., des policiers, même la fonction publique éducative, on en parle de plus en plus. Avec, voilà, les journalistes même sont rentrés en grève. Abouakar Sagnon, vous en savez quelque chose? Je parle des médias d'État. Pour demander justement. En tout cas, tout le monde a fait sa part de grève. Et ça a été l'une des tâches noires du régime Kaboré parce que la fronde sociale était vraiment puissante et c'est même pas fini parce que les enseignants nous promettent un arrêt de travail à partir du 9 janvier. Bon, finalement, je crois qu'il faut mettre un terme à ça, mettre tous les Burkinabés et organiser un forum pour dire voilà ce que nous avons, voilà ce que vous demandez, qu'est-ce qu'on fait de façon très transparente pour trouver la solution. Sinon, à l'allure où vont les choses, lorsqu'on va finir avec les enseignants, ne soyez pas étonnés que d'autres types de métiers rentrent en grève et ça sera vraiment sans fin, quoi. D'accord, oui. Alors, Inoussa, votre lecture en tout cas de tout ce qui s'est passé sur le front social en 2017. Oui, je pense que Rabo et Ramba ont campé le décor en citant les éléments sur lesquels je ne vais pas revenir. Je fais mienne leurs analyses. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose. Au plan social, nous, Burkinabés, nous avons donné le sentiment que c'est le gouvernement qui doit faire le développement et que nous devons bénéficier des fruits de ce développement-là. Il n'y a pas eu une sorte d'attelage. On peut continuer à s'accuser mutuellement, mais je pense que nous devons aussi avoir le courage de nous regarder en face et de nous dire quelle est individuellement notre part de contribution au développement de ce pays-là. On a assez revendiqué, on a assez critiqué, mais il faut aussi que nous-mêmes nous fassions notre autocritique pour voir aujourd'hui si on doit évaluer le peuple burkinabé dans sa capacité et dans sa contribution au développement de ce pays-là. Peut-être qu'il n'aurait pas la moyenne que Roch-Marc Christian Kaboré a eue. Oui. Donc nous devons avoir le courage de se regarder en face. L'indiscipline qui caractérise ce peuple-là
moi, m'inquiète. Et ça, ce n'est pas seulement le fait du gouvernement. Nous devons tous ensemble réfléchir à trouver des solutions. Parce qu'aucun peuple ne peut aller au développement tant qu'il restera dans l'indiscipline et dans l'insoumission. C'est très important. Il n'y a qu'au Burkina que tu peux voir au feu tricolore un VADS, un policier, et plus loin, un policier armé d'une Kalachnikov, juste pour faire respecter le code de la route. Et les gens passent au rouge. Et malgré tout, les gens passent au rouge. On ne peut pas continuer à faire ça et espérer le développement. Aujourd'hui, vous prenez les fonctionnaires burkinabés. Combien sont-ils, ceux qui arrivent à l'heure au travail? Et quand ils arrivent, ils sont la plupart du temps sur Facebook. Et il faut que nos autorités pensent à réfléchir, disons, à une loi qui va interdire l'utilisation des réseaux sociaux pendant les heures de travail. Parce que les gens ne travaillent plus, ils sont sur Facebook. Après le travail, ils peuvent aller effectivement sur ces réseaux sociaux-là. Donc je pense qu'il faut que nous renouions avec les valeurs du travail. Tant que nous ne travaillerons pas, on a beau déverser des milliards sur ce pays-là, nous n'irons pas au développement et nous devons le comprendre. Seule la discipline, le travail nous permettra de sortir ce pays-là de l'ornière. Dans tous les cas, nous n'avons pas le choix que de nous autodiscipliner, que d'exiger de nos autorités le minimum qu'il faut pour travailler, mais d'exiger de nous-mêmes un maximum d'efforts pour faire en sorte que la chance que nous n'avons pas eue, parce que des hommes politiques ont hypothéqué nos avenirs, que au moins nos enfants ne puissent pas dire que vous avez enlevé en nous l'intérêt de dire que nous sommes fiers d'être burkinabés. D'accord. Alors, je ne sais pas si je peux compléter juste ce que Inoussa a dit. Oui, c'est tellement important. Et puis Inoussa, à la fin, il dit, ah ouais, même si on déverse des milliards, ça c'est la bonne formule de Macron. Mais vous avez raison, hein. Vous avez raison, vous avez beau déverser des milliards ici, et Macron l'a dit à l'université, lui il connaît des étudiants français, et je ne sais plus quel mot il a, paradoxaux. Voilà, ici là c'est hyper paradoxaux. Donc c'est le comble de l'indiscipline ici là. Voilà. Bon, j'avais parlé du gouvernement. Non, la note de Roch-Marc Christian Kaboré 4,79 là, ça dépasse la note qu'on attribuerait exactement au peuple burkinabé et surtout aux travailleurs là, de la fonction publique. Peut-être si on note les travailleurs de la fonction publique, peut-être 2,50 sur 10. Voilà, le peuple là, peut-être 3,33 sur 10. Voilà, Roch-Marc Christian Kaboré est le premier même de la classe. Voilà. Après, c'est le peuple, après, c'est les fonctionnaires. C'est les derniers de la classe. Ils ne travaillent pas, ils revendiquent à tout moment. Et ils croient que, comme il nous l'a dit, que le gouvernement va se transformer, changer positivement, parce qu'on a demandé l'alternance et le changement. Et eux, ils vont continuer à travailler comme d'habitude, sans sacrifice, avec le double de leur salaire. Et puis, par miracle, on va se développer. Moi, je crois que c'est très bon. Comme Laurent Gbagbo a annoncé l'enfer, nous tous, on est ici. Non? Nous tous, là, on est là. Et l'enfer va nous permettre à Woba de réagir. Parce que vous avez parlé de front social, j'entends par front social, la fronde sociale. Et la fronde sociale, ce n'est qu'un aspect du social en quelque sorte. Pour moi, le social, ça regrouperait beaucoup d'autres choses, peut-être dans lesquelles on retrouvera même la santé, l'éducation, la question de la consommation. Vous savez, la vie chère depuis 2008, quand on la chante là, elle n'est pas encore partie, elle est toujours là. Je ne sais pas si en 2017, on a remarqué une baisse significative, ou peut-être même pas du coût de la vie au Burkina Faso, des denrées. Je sais qu'en temps, il y a même eu l'augmentation du prix du pain. Ce n'est pas rien. Que le pain passe de 125 francs à 150 francs, c'est indicateur du coût de la vie au Burkina. Cela dit, je partage en partie les développements qui ont été faits par Inoussa et appuyés par Rabo sur le fait qu'il y a une part de travail qui doit être fait par nous citoyens parce qu'avant tout, la construction de la nation, ça ne relève pas seulement des chefs de l'État, des gouvernants, c'est une œuvre collective où tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre. Mais en même temps, en disant ça, on risque de déresponsabiliser des gens. Et c'est là où j'ai bien peur. Ça veut dire quoi? Vous, Sagnom, au-dessus de vous, il y a quelqu'un qui est responsable de vous. Si vous n'étiez pas venu à cette émission, il appartient à cette personne-là de prendre
toutes les mesures pour que vous soyez là, ou de vous sanctionner, ou de vous faire remplacer par quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas dire, bon, Sagnon est venu en retard et on constate que Sagnon est venu en retard. Non, il y a quelqu'un. Et du point de vue de la responsabilité, en hiérarchisant là, moi, à un certain moment, on se permet, bien sûr, c'est bien aujourd'hui de dire ces vérités-là au peuple, aux citoyens, mais celui qui emporte la plus lourde responsabilité, mais c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. C'est eux qu'on a placés là pour régler nous-mêmes nos propres vies. Le fait que nous ne respectons pas le feu tricolore là, le fait que nous n'allons pas à l'heure au service, le fait que nous soyons sur Facebook pendant tout le temps du service là, c'est eux maintenant de prendre les mesures pour nous éviter d'être dans cette situation. Ou bien, moi, je n'ai aucun pouvoir par rapport à ça. Peut-être celui de critiquer. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire, justement. Oui, c'est de le dénoncer, c'est de le révéler. Maintenant, il appartient à quelqu'un de prendre des actes, de poser des actes, de prendre les mesures pour que cela ne continue pas. Et de ce point de vue-là, véritablement, sauf à vouloir déresponsabiliser des gens, on ne peut pas laver ou du moins excuser le chef de l'État ou le gouvernement. Ils sont responsables au premier degré. Et nous autres, nous suivons en tant que citoyens, en tant que peuple burkinabé. Voilà. Ça a de donner les caps. Ouais. Alors, oui, je voudrais ajouter que les syndicats, en principe, devraient faire attention également dans les revendications. Moi, je l'ai toujours dit, lorsqu'on lutte pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, il faut s'assurer d'ailleurs qu'il s'agit tous de travailleurs. Parce qu'à l'intérieur de certaines corporations, des gens sont au courant qu'il y a des fonctionnaires, je parle notamment des fonctionnaires, qui véritablement ne travaillent pas, mais c'est eux, on voit très souvent dans les revendications. Et lorsque le syndicat mène la lutte, lorsqu'il y a amélioration, ils en bénéficient alors que véritablement ils ne travaillent pas. Il faut rappeler que les fonctionnaires sont dans l'ordre de 180 ou 190 000. 173 000, même pas 180 000, voilà. Donc c'est le chiffre, ça veut dire que ça représente environ 1 à 2% de l'ensemble des travailleurs du Burkina. Il est important de le dire. Donc c'est une minorité, si vous voulez, à côté de la majorité laborieuse, il faut le rappeler. Et à l'intérieur de cette corporation de fonctionnaires, vous trouverez des gens qui véritablement ne travaillent pas. Et je prends un exemple tout simple. L'enquête parlementaire qui a été conduite par les députés sur le système de santé a révélé que près de la moitié des agents de santé se retrouvent concentrés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sur un territoire qui est assez grand. Alors vous trouverez des CSPS autour de Ouagadougou qui ont une cinquantaine, une soixantaine d'agents, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont que 2. Donc il y a une mauvaise répartition des fonctionnaires. Et lorsqu'on veut régler ce problème, quelquefois, le syndicat également s'oppose parce qu'il dit défendre ses travailleurs. Donc je crois qu'il faut travailler à ce que chacun reste à son poste et que chacun soit sûr d'abord que ce pourquoi il est payé, il le mérite avant de réclamer plus. Ça, c'est l'un des aspects que je voulais souligner parce que bon, si on rentre, on revendique comme ça sans être sûr d'ailleurs qu'on mérite ce pourquoi on est peu payé et on veut plus, là, ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc je crois que ça devait être également de la responsabilité des syndicats de s'assurer que tous travaillent avant de revendiquer autre chose. Il peut faire un complément. Quand vous parlez de la santé, il y a eu l'éducation aussi. Ouais. Oui, au lycée de Zenda, Kaboré, il y a 80 enseignants de trop. Ouais. Et personne ne parle. Non, on n'en parle. Les députés en ont parlé. Ouais. La suite, c'est quoi? C'est ça, la suite. Voilà, il n'y a pas vu un seul syndicat qui a dit... C'est de ça, peut-être que... Il n'y a pas vu un seul syndicat qui a dit... nous, on pense que les 80 là, ils font partie de nos militants. Oui. Il faut qu'on les sensibilise, il faut qu'on les forme, affecter. Il faut les responsabiliser, il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'on ne doit pas attendre, faire la faute et puis dire, il n'a qu'à venir me sanctionner. On a besoin de dans les... C'est là que je ne suis pas d'accord avec Ouba. Oui. Parce qu'on est dans un cercle vicieux. Moi, j'ai dit que les citoyens sont responsables. Et Ouba dit non, laissons les citoyens, c'est le président qui est responsable. Je suis d'accord, les deux sont responsables. Mais si on tape sur le président, on ne tape pas sur les citoyens, le président n'est pas partout pour régler le problème. De la même façon, les citoyens ne feront aucun effort pour s'améliorer. Ils vont dire il faut que le développement nous vienne de Kossia. Et c'est ce qu'Inoussa a dit, ça n'existe nulle part dans le monde. Il n'y a pas un pays dans le monde où un président a fabriqué le développement dans un laboratoire. Ça n'existe pas. C'est les citoyens, la force de travail, la conscience patriotique là, qui forge le développement. Maintenant, pourquoi on ne va pas s'en sortir? J'analyse les choses comme ça. Chacun croit qu'il est plus malin que nous. Ouais. Cette anecdote-là, un chef a dit à ces gens-là, bon, on va faire du Zomcom pour les étrangers. Et puis, chaque citoyen devait venir avec son gobelet de Zomcom et puis ça va faire la barrique de Zomcom. Chacun dans sa tête a dit,
bon, comme les autres vont venir avec zone comme sucré, avec choses, farine de mil, et puis sucre, moi je mets de l'eau, de l'onéa, et puis comme pour moi là va se mélanger, pour les autres, on va avoir zone comme non. Mais on ne va pas savoir que moi je n'ai pas fait d'effort. Donc tout le monde a eu la même idée. Tout le monde est venu mettre l'eau de l'onéa. Et donc les étrangers ont bu l'eau de l'onéa. Donc comme les gens pensent que le président doit travailler plus, et puis eux ils vont dormir, aller au travail à 8h, 9h, et puis descendre à 15h, et on va se développer. C'est l'enfer là qui va nous trouver. C'est pourquoi j'ai dit, comme c'est nous on a élu notre président, il est le reflet de ce que nous sommes. Donc s'il ne travaille pas, s'il ne sanctionne pas, nous-mêmes on est comme ça. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Oui, une dernière réaction. Comme il l'a dit, c'est peut-être un cercle vicieux. Sinon, ma réaction ne tend pas à dire que les citoyens ne sont pas responsables. Je parle de la hiérarchisation des responsabilités. Et de ce point de vue, c'est-à-dire avant le chef de l'État, il y a quelqu'un d'autre qui est intermédiaire, qui est responsable. En bas de lui aussi, il y a quelqu'un. Donc c'est pourquoi on a les chefs de service, on a des directeurs, on a des DG, on a des PDG, on a des ministres, on a des secrétaires généraux. Si tous ceux-là font bien leur travail, finalement c'est le peuple là qui travaille bien. Mais quand vous dites le peuple, le citoyen là, finalement moi je ne vois pas c'est qui je sanctionne. Il faut qu'on puisse coller un nom, voilà, un titre à la personne qui n'a pas fait son travail. Quand on dit les Burkinabés ne vont pas à l'heure au travail, quel Burkinabé? Si toi tu es directeur quelque part et les gens ne viennent pas à l'heure au travail, c'est que peut-être toi tu ne viens pas à l'heure, sinon tu les aurais sanctionnés. Donc c'est pourquoi le directeur là, c'est lui qui est le responsable et non pas ses agents, moi de mon point de vue. Et si ces agents ne viennent pas, le directeur là, il répond d'un ministre qui lui aussi peut-être ne le sanctionne pas, peut-être parce que lui aussi n'est pas en règle. Donc il faut admettre que la poire elle est partagée, mais moi j'ai dit, le président il est là, son travail là. Ce n'est pas d'aller jobber véritablement comme ça. C'est de nous amener, nous, à travailler et à bien travailler. Lui, ça doit être ça son travail. Le travail du gouvernement, là, c'est de nous amener à travailler, à bien nous conduire. Véritablement. Mais lui, il fait des discours, il nous dit qu'on a fait la ligne rouge, on n'a qu'à travailler, faire des sacrifices. Son travail est fini. Peut-être que son discours n'est pas encore fini. Par exemple, sur le fonds social tel que vous l'avez dit, parce que tout est question de management. Depuis que le président Roch est installé, ça fait 2 ans, on a eu quel cadre de dialogue? Aucun. On ne sait pas parler. Depuis que le président est venu là, on dit à chacun de travailler, mais on ne sait jamais parler. Mais ce n'est pas bon. On ne peut pas travailler ensemble si on ne s'est jamais assis pour parler. Même dans les services, on s'assoit, on fait des réunions, non? Mais un pays aussi a besoin de réunions. Quand il est venu, si on s'était réunis et qu'on a dit, ah, avec justement l'affaire des magistrats et tous ceux qui s'annoncent là, ça va être difficile. Voyons ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Nous n'avons que 5 ans, en attendant éventuellement un nouveau bail. Donc sur les 5 ans, entendons-nous. Il faut qu'il y ait voilà, un minimum de consensus pour pouvoir travailler. Ça n'a pas été fait. Ça va être fait quand? Donc il ne faut pas en vouloir aux gens d'aller en grève alors qu'on ne les a jamais assis pour leur expliquer pourquoi il ne faut pas aller en grève en ce moment. Ça pose problème. D'accord, on ne va pas rester sur le sujet. Il faut qu'on avance parce qu'on ne prie pas le temps. Il nous reste peut-être 7 minutes pour boucler cette émission puisqu'on a commencé à 11h05 minutes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On va évoluer et puis bon, on va peut-être parler de l'homme de l'année ou de l'institution de l'année. Mais avant cela, peut-être qu'on va vous demander très rapidement, selon vous, qu'est-ce qui a marché pour 2017 au Burkina et qu'est-ce qui n'a pas marché, ce qui vous a le plus marqué en tout cas sur ce point. Rabo, si on vous le demandait, 2017, qu'est-ce qui vraiment a marché pour le Burkina? Pour moi, ce qui a marché, c'est notre courage face au terrorisme. Je dois saluer la hauteur et le courage du peuple burkinabé et de ses dirigeants pour ce fait-là, et en particulier des forces de défense et de sécurité. Ça aurait été dans un autre pays. Les forces de défense et de sécurité là, allaient fuir le Sahel. On n'allait voir aucun militaire, aucun gendarme là-bas. Les gens allaient laisser le coin désert. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des citoyens qui vivent dans ces zones-là qui sont menacés quotidiennement par les terroristes. Vous avez vu le dernier attentat terroriste à Ouagadougou. C'était le 13 août. Le lendemain, il y avait le départ du Hajj. On a tout fait. J'ai dit on pour que on ne pense pas que ce sont les autorités seulement. On a tout fait pour que les pèlerins partent. Et pour que les Burkinabés travaillent ce jour-là. Le président a fait un discours. Moi, je devais commencer une formation. Nous l'avons commencé à 9h. Et nous parlions de nos morts, nous parlions de nos blessés, mais nous avons dit il faut avancer. Et je crois que je ne vois pas dans le monde un pays où les gens sont aussi résilients
face à une menace aussi grave contre un peuple. Et surtout quand on sait que parfois, ce sont des terroristes qui sont fabriqués dans des laboratoires contre notre développement. Moi, je salue ça. Et donc, pour moi, les hommes de l'année ou l'homme de l'année, ce sont les forces de défense et de sécurité et le peuple burkinabé. D'accord, oui, Paul Miki. Alors, je crois que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont marché, parce que les journalistes n'en parlent pas beaucoup. Ce sont des trains qui arrivent à l'heure, ça ne préoccupe pas les médias. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ont marché. On constate que des choses bougent depuis un certain nombre de mois au Burkina. Vous pensez à quoi exactement? Concrètement, je pense à la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Si vous partez dans la ville de Bobo-Dioulasso, je crois que les plaintes des citoyens de Bobo sont aujourd'hui comblées. Il fut un temps où on ne pouvait pas circuler à l'intérieur de la ville. Idem pour Ouagadougou, on a également lancé des grands chantiers. Et même si beaucoup de gens sont dubitatifs, parce qu'on dit souvent qu'on lance les travaux et que ça ne suit pas, mais ça donne l'impression en tout cas que les choses bougent, que le Burkina est en train de se transformer. On a également des bons points en matière de diplomatie parce que malgré tout ce que l'on a connu au Burkina, l'insurrection, on parle d'instabilité, attaques terroristes et tout, mais nous avons accueilli des sautes dans notre pays, notamment la visite du président Emmanuel Macron, récemment la visite de l'émir du Qatar et bien d'autres personnalités qui ont foulé le sol burkinabé. Ça fait partie des bons points de la diplomatie du Burkina. Donc je crois que c'est autant d'aspects évidemment qu'il faut relever. Malgré toutes les difficultés que l'on a, on dit qu'il n'y a pas d'argent, on a les attaques terroristes, on a la fronde sociale et on constate que le Burkina, le gouvernement n'a pas baissé les bras et que le dialogue social est toujours maintenu. Alors, homme de l'année ou institution de l'année? Alors, homme de l'année, moi je dirais plutôt femme de l'année. Ça va vous étonner peut-être. Je pense notamment à une personne qui est ministre. Il s'agit de la ministre de l'économie et des finances, Rosine Souri Koulibaly, que je ne connais pas particulièrement. Je n'ai jamais eu affaire à elle directement, mais je constate que c'est une qui est très bien dans son poste. Elle est technocrate, elle maîtrise son dossier et elle n'est pas politiquement marquée comme certains. C'est-à-dire lorsqu'elle fait des discours, elle ne fait pas dans la politique comme certains pour dire ouais, tout va bien. Elle est j'allais dire, droite dans ses bottes. J'ai eu la chance de la suivre à l'Assemblée nationale 2 fois lorsqu'il était question de défendre le PNDS ou de défendre les projets PPP. Et elle arrive à convaincre la représentation nationale, ce qui n'est pas rien en termes de capacité. Donc je crois qu'elle a marqué mon esprit, comme d'ailleurs elle a marqué l'esprit du ministre démissionnaire Tahirou Barry. D'accord, oui, Inoussa. Oui, j'irai dans le même sens que Rabo. Nous-mêmes, au niveau du journal Bendré, nous avons élu les forces de défense et de sécurité du Burkina comme étant, disons, les hommes de l'année. Voici des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, des conditions qui n'ont pratiquement pas de matériel, qui sont dans la soif et la faim, qui n'ont pas de traitement particulier, hein, parce que quand ils meurent, c'est juste le drapeau et puis bon, c'est fini. Hein, qui laissent les veuves et les orphelins, qui ne dorment pas pour que nous continuions comme ça de critiquer. C'est une chose assez inédite à souligner. Je pense qu'ils ont travaillé avec courage et détermination. Malgré les morts qu'on compte dans leur rang, ils n'ont pas flanché. Ils sont restés droits dans leur bottes pour continuer à défendre l'ensemble de l'intégrité du territoire burkinabé et cela est à saluer. Je pense également à ces paysans et à ces agriculteurs-là qui sont d'ailleurs majoritaires dans ce pays, mais qui ne parlent pas, qui n'ont pas droit à la parole, qui n'ont pas de droit de grève, qui ne font pas de sitting, qui ne demandent pas d'augmentation des salaires, mais qui sont ceux qui nous nourrissent et qui, à travers le grattage de ce sol dur et rigueux que le sol du Burkina, arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Je pense à eux et je pense que c'est des hommes dont a besoin le Burkina pour aller vers le développement. En contrepartie, je suis très déçu aussi de l'élite burkinabé. Les intellectuels burkinabés ont à la limite démissionné et laissé le champ libre à nos hommes politiques et cela me déçoit beaucoup. On ne les entend pratiquement pas dans ce pays-là. Alors que si les intellectuels démissionnent, c'est à la limite de la trahison. Donc je lance aussi un appel à nos intellectuels afin qu'ils se réveillent et qu'ils contribuent au développement de ce pays-là en travaillant à l'élévation du débat politique et en donnant des orientations claires parce que sans science aussi, on ne peut pas construire ce pays-là. Il faut qu'ils participent activement au développement de ce pays. D'accord. Alors, nous sommes à vous, Woba. C'est pas du tout simple. Je n'aurais peut-être pas l'homme de l'année et surtout pas Djibril Bassolé comme Rabo l'avait prédit. Bassolé n'est pas mon homme de l'année. Je rejoins ce que les uns et les autres ont dit par rapport au
défis sécuritaires auxquels nous avons pu faire face. Et à ce niveau, il faut véritablement saluer le courage de nos forces de défense et de sécurité. Il faut saluer aussi l'action du gouvernement en la matière. On reste présent avec toutes les insuffisances qu'on a pu constater, mais aussi on se corrige en faisant face à la situation. Et il faut saluer le courage de tous ceux qui vivent dans la partie nord, notamment dans le Sahel du Burkina, que j'ai eu à fréquenter plusieurs fois. La dernière fois, c'était même dans ce mois de décembre où nous avons été rencontrer des journalistes à Djibo. On voit comment c'est difficile de vivre dans cette partie du pays, mais les gens y sont et ils travaillent. Donc je crois que le peuple burkinabé continue de se battre et on va espérer des lendemains meilleurs, notamment en 2018. Moi, l'institution qui m'a marqué, et là quand je dis marqué, ce n'est pas toujours positivement, donc je marque l'institution au rouge, c'est le H-Kroun. Le H-Kroun. Ça aurait pu être le sujet phare de l'émission d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on parle de réconciliation nationale. Et cette année, c'est l'institution même qui devait nous réconcilier qui était en crise. Il a fait pratiquement une année de crise. On vient de changer le président et on est toujours assis, on n'est pas réconcilié. Et ça, d'ailleurs, ça fait qu'on ne peut pas progresser. On ne peut pas progresser. Si on pense que la réconciliation nationale est un fait tellement important, parce que moi j'avais dit que ce n'est pas nécessaire, j'avais dit on peut s'en passer, on n'a pas besoin de réconciliation, nos frictions ne sont pas à tel point qu'on ait besoin de ça. On nous a dit non, il faut absolument aller à la réconciliation. Si c'est aussi important que ça devrait être impérieux, ça devrait être tout de suite et maintenant. On mettait tout en œuvre qu'en une année, ou tout au plus en 2 ans, là, on avait fini de régler la question de la réconciliation. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, et pourtant on continue à croire que c'est très important, mais on ne va pas avancer. Si c'est important, il faut régler ça avant de pouvoir avancer. Or, malheureusement, l'institution, il n'y a aucune vision par rapport à la réconciliation. Je crois qu'ils ont 5 ans. Et je suis véritablement déçu. Oui, 5 ans renouvelables. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas quand on va se réconcilier. C'est pas normal. On reporte quelque chose qui est urgent. D'accord. Alors, on va demander encore quelques minutes à la régie parce que nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti, mais peut-être on peut le comprendre parce que c'est le dernier, en tout cas, numéro de débat de presse aujourd'hui. Alors, pour clôturer, peut-être chacun en 30 secondes va peut-être faire ses vœux pour le Burkina, pour les Burkinabés, pour l'année, en tout cas 2018. On commence par vous, Rabo. Moi, j'ai une prière, que Dieu veille sur nous et que nous nous mettions au travail, pas plus. D'accord. Oui, Paul. Alors, moi, pour ma part, je souhaite une gouvernance beaucoup plus vertueuse au Burkina parce qu'il ne faut pas que les uns se croient plus intelligents que les autres. Nous sommes tous des Burkinabés et tout ce qui nous arrive comme difficulté, c'est que quelquefois, ce sont les inégalités. On se joue les coups bas sur le plan politique, on se joue les coups bas également sur le plan de la gouvernance. On a les syndicats qui sont là et qui attendent de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouvernement devrait faire dans la transparence pour montrer aux yeux des Burkinabés que nous sommes tous au même niveau. Donc il faut mettre un accent sur la gouvernance vertueuse et lutter véritablement contre la corruption. Ça va nous faire économiser beaucoup d'argent pour satisfaire les revendications des travailleurs. Oui, Inoussa. Oui, je crois qu'il faut aussi, en plus de ce que les uns et les autres ont dit, avoir le courage d'aller à une conférence souveraine nationale. Nous l'avons évité de le faire dans les années 90. Je crois que c'est impérieux et nécessaire que nous allions vers cette conférence souveraine-là et que nous acceptions aussi de comprendre qu'à la fin de l'année 2018-là, nous allons récolter ce que nous avons sémé tout le long de l'année. On ne développe pas un pays, comme l'a dit Kizerbo, un pays se développe. Donc il faut que nous comprenions la nécessité pour nous de travailler au développement de ce pays-là. Le reste n'est que bavardage inutile et mise en retard. Oui, le dernier mot vous revient au bas. Bon, général de vœux, j'entends, on aligne des mots. Je vais prononcer 2 mots et je vais laisser au Burkinabé compléter avec les autres mots. Oui. On a besoin de la santé, c'est très important. Quand on est malade, on ne peut rien faire. Et dans le contexte actuel, nous avons surtout besoin de sécurité aussi. Quand on est là où il y a l'insécurité, on ne peut rien faire. Et on a vu comment on a été éprouvé depuis 2016-2017 et on espère véritablement que 2018, voilà, on va peut-être faire 0 attaque. C'est ce que nous espérons. Et surtout terminer en disant qu'en réalité, demain c'est le 1er janvier, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. On nous dit même que l'année a changé. En réalité, l'année n'a pas changé.
C'est nous les hommes qui devons changer si on veut que 2018 soit différent de 2017. Sinon, ça ne va rien changer. Hein. Ouais. Demain, ça sera comme aujourd'hui. Le soleil va se lever à l'est. À l'est. Merci en tout cas pour vos analyses. va se lever à Fara. Lors de la dernière conférence de presse, en tout cas du parti au pouvoir, le MPP, alors le président par intérim du parti a dit qu'il déclare en tout cas l'année 2018 année de mobilisation générale, année de travail, année en tout cas de travail comme je le disais. On verra bien et c'est le souhait en tout cas de tous les Burkinabés. Alors merci à vous qui nous avez suivis et restés en compagnie des programmes de la RTB. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Soumaïla Rabo de la radio Savane FM, Paul Miki Rwamba de la radio Ouaga FM, Inoussa Ouedraogo de l'hebdomadaire Bendré et Boukari Woba du bimensuel Mutation. Merci de votre fidélité. À l'année prochaine.